Bonjour, bienvenue sur le nouveau plateau d'À votre avis maître, sur notre chaîne locale qui s'est étendue récemment sur tout le littoral de Menton jusqu'à Draguignan. C'est la raison pour laquelle notre invité aujourd'hui est un avocat dracénois, maître Lionel Escoffier. Bonjour. Bonjour maître Lazare-Porcine. Qui est du barreau donc de Draguignan, qui est bâtonnier désigné, c'est-à-dire qu'il va prendre ses fonctions de bâtonnier en exercice à compter de janvier 2014. Il est ancien membre du bureau du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux est l'organisme qui régente notre profession d'avocat. Il est généraliste avec une dominante pénaliste et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous vous proposons un sujet de droit pénal, à savoir la reconstitution d'une scène criminelle. C'est un acte incontournable dans un dossier de juge d'instruction en matière de meurtre ou de coup mortel. Pourquoi ? Parce que, comme l'avait défini un avocat d'Ivan Colonna, cet acte permet de trouver, de dénicher des bouts de vérité. Maître Lionel Escoffier, ma première question c'est: en quoi cet acte, la reconstitution en matière criminelle, permet d'avancer vers la vérité, donc en tout cas la vérité judiciaire? Effectivement, c'est surtout vers la vérité judiciaire vers laquelle on tend, parce que la vérité, seuls les protagonistes, malheureusement, la connaissent et quelquefois la victime n'est plus là pour nous aider à la trouver. Cet acte nous permet d'avancer vers cette vérité parce que manifestement, on va être en mesure, généralement on est en fin d'instruction quand la reconstitution se déroule, on va être en mesure de mettre en opposition les déclarations des uns et des autres, la position du mis en examen, la position de la victime, si par bonheur celle-ci est toujours vivante, également la position, les témoignages des témoins directs, des témoins visuels, des témoins qui ont pu soit entendre, soit se rendre compte directement du déroulement des faits. Le magistrat va réunir tout le monde et toutes ces personnes-là, eh bien, on va confronter leur déposition qu'elles ont données au préalable aux enquêteurs, aux gendarmes ou aux policiers, ou même directement des fois dans le cabinet d'instruction, eh bien, sur la zone, sur les lieux où le drame s'est noué. D'accord. Et en quoi, en tant qu'avocat, cela permet de mieux défendre, d'être présent à ces actes de reconstitution ou bien de les réclamer? Alors, l'avocat de la défense, donc l'avocat du mis en examen... Oui, il y a l'avocat de la défense et aussi l'avocat de la des partie civile. Donc, je vais commencer alors par l'avocat de la partie civile, qui, lui, va avoir un rôle un petit peu plus en retrait de l'acte de reconstitution, puisque généralement, les magistrats ont une coutume qui est de dire aux avocats, pour certains, de rester en retrait, de ne pas intervenir. C'est le magistrat instructeur, un ou deux magistrats, suivant la complexité du dossier, qui dirigent cette reconstitution. Et ils vont demander à la victime de jouer son rôle si elle est présente, si elle le souhaite, bien évidemment, là aussi, parce que quelquefois les victimes sont tellement choquées, troublées, traumatisées, handicapées qu'elles ne peuvent venir y participer. Et donc, quelqu'un va jouer son rôle. Donc, on va demander à la personne, par rapport aux dépositions, de pouvoir se remettre dans le déroulement des faits, et identiquement pour le mis en examen, qui, lui, va devoir faire ce qu'il a dit dans sa déposition. Et l'avocat, les avocats, quelque côté que l'on se trouve, eh bien, on va pouvoir prendre des notes, pour voir comment se déroule cette reconstitution. Et manifestement, d'un côté ou de l'autre, on va pouvoir retirer ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces petits bouts de vérité qui vont nous aider ultérieurement à la cour d'assises pour tenter de faire pencher la décision de la cour du sens de la défense ou du sens de la partie civile. Mais le rôle de l'avocat est un rôle qui des fois est quelque peu absent, mais qui est très important parce qu'on va guider notre client, on va guider la personne que l'on accompagne, qu'elle soit victime ou le mis en examen. Et même en tant que défenseur, vous pouvez vous rendre compte de certaines choses sur place auxquelles on n'a pas forcément pensé. Complètement, des incohérences par rapport à une déposition d'un témoin. Je suis avocat de la défense, je me rends compte qu'un témoin dit « j'étais positionné à cet endroit-là, j'ai vu arriver le mis en examen en face de moi, et lorsqu'on dit positionnez-vous là où vous étiez, je suis là, et en face de vous, qu'est-ce qu'on a? On a un panneau, on a un arbre, on a quelque chose qui cache, et là manifestement il y a, on va dire, un petit problème dans la déposition écrite et dans ce qui est relaté, constaté sur les lieux par la personne elle-même. Alors, quand les mis en examen reconnaissent les faits, ils se prêtent souvent à ce jeu de refaire eux-mêmes les actes qu'on leur demande de refaire, au vu de ce que l'instruction a pu mettre en lumière. Mais lorsque ils nient les faits, par exemple, est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous leur conseillez de ne pas rejouer des scènes qu'ils ne reconnaissent pas avoir commises, parce que sinon elles vont être actées, photographiées? Absolument.
Il y a deux possibilités, où la personne dit de toute façon je nie les faits, bon, vous faites faire ce que vous voulez, je m'en fiche, je ferai ça, je ne ferai pas. Très bien, mais si effectivement le rôle de l'avocat n'est pas d'enfoncer son client, de le coincer dans un carcan qui est écrit, qui est photographié, puisque tout va être pris avec la reconstitution, c'est en fait un roman photo qui sera dévoilé par la suite au juré. Dans ce roman photo, il va y avoir le visage du mis en examen. Et si ce visage du mis en examen, on le voit avec le pistolet à la main, le fusil à la main, le couteau à la main, alors que pendant toute la déposition, il crie, il clame son innocence, les jurés vont pouvoir être un petit peu troublés. Alors généralement, eh bien, le magistrat prévoit cela. Eh bien, le magistrat demande à un gendarme, à un policier, généralement ces gens qui font effectivement des services de sécurité, de jouer le rôle. Alors, là, pour jouer le rôle, il faut une personne qui a à peu près la même corpulence que la personne qui aurait été vue, puisqu'on là dans l'objectif où on y les fait, non pas le mis en examen, mais la personne qui aurait été vue sur les lieux. J'évoquais par exemple le procès Colonna. On a voulu, les avocats de la défense ont demandé une reconstitution avec un homme de taille petite pour vérifier des points sur les tirs au niveau de la balistique, notamment. C'est vrai que ça compte aussi. Ça compte, et la part de l'expertise, et je pense qu'on va y revenir, la part de l'expertise est extraordinaire dans la reconstitution. Je dirais que c'est le moment phare de l'expertise dans la reconstitution, où on va pouvoir là aussi mettre en corrélation la déposition et les rapports d'expertise. Et les rapports d'expertise qui, eux, généralement sont scientifiques. Autre intérêt, vous l'avez dit, c'est ces planches photographiques qu'on montre pendant le procès d'assises aux trois magistrats qui composent la cour et aussi aux jurés. Est-ce qu'on comprend mieux comment se déroule des faits quand on voit des photographies parce que la lecture de PV ne suffit pas à se rendre compte de ce qui s'est passé? La lecture d'un PV est quelque chose qui va faire appel à votre attention. Vous allez écouter le magistrat, parce que le PV, les jurés ne l'ont pas sous les yeux. Seuls les parties et le président ont le PV. Le président va donner lecture du procès verbal d'audition. Les jurés entendent. Et c'est vrai que c'est fastidieux, c'est long et qu'on n'a pas toujours la même écoute, c'est vrai. Mais on vous parle d'un lieu. Qu'est-ce qui ressemble mieux à un terrain qu'un terrain? Vague, pas vague, avec des arbres, sans arbres. Là, maintenant, effectivement, quand vous avez ce roman photo, j'aime bien cette expression parce qu'on a un déroulé du début jusqu'à la fin du drame. Eh bien, quand on fait passer ce roman photo, quand on fait passer cette reconstitution, vous avez d'un côté la version qui est donnée par le mis en examen, vous avez la version qui est donnée par la victime et ou les témoins. Et là, si la personne accepte de jouer les deux rôles, on a les deux versions. Et vous avez aussi la position des experts qui sont présents le jour de la reconstitution. Et c'est pour ça qu'on dit que le magistrat va pouvoir faire passer ce document-là, cette reconstitution qui est une pièce de procédure comme une autre, c'est à la fois une audition d'une personne sur les lieux et la confrontation d'une vérité, ou moins d'une déclaration. Tout à fait. Alors, qui sont présents dans ces reconstitutions ? Qui est convoqué ? Beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans la reconstitution, ça peut prendre énormément de temps. La dernière à laquelle j'ai participé il n'y a pas très longtemps sur les hauteurs niçoises, eh bien, elle a duré pratiquement 4h30. Eh bien, vous avez déjà le magistrat ou les magistrats instructeurs, son greffier qui atteste par sa présence, qui note de manière manuscrite les déclarations de toutes les personnes qui sont interrogées par le juge d'instruction. Vous avez également, bien évidemment, le mis en examen, son ou ses avocats, l'avocat ou les avocats du ou des parties civiles qui peuvent être présents, bien évidemment. Vous avez le représentant du parquet. Vous avez tous les experts, le balisticien, l'expert en accidentologie. Vous avez également l'expert, le médecin légiste qui est présent, l'expert en différentes techniques qui peut être demandé d'assister, d'apporter son concours à la manifestation de la vérité, qui assiste. Et bien évidemment, vous avez l'escorte, les membres des escortes et de la sécurité. Oui, notamment quand ça se passe en extérieur et qu'il y a un problème de sécurité à assurer. Notamment quand ça se passe à l'extérieur. Tout à fait. Ça peut coûter cher, une reconstitution, avec tous ces moyens? Écoutez, c'est effectivement, déjà, un transfèrement coûte cher en lui-même, le déplacement de personnes coûte cher en lui-même, mais c'est vrai que ça peut coûter cher. Je n'ai pas de chiffre, mais j'ai un chiffre qui m'a particulièrement marqué. Dans le cas d'une reconstitution, on avait demandé à ce que soit posé un échafaudage pour permettre à la personne qui jouait le rôle d'une victime de sauter par une fenêtre. Eh bien, de mémoire, cet échafaudage, rien que cela avait coûté plus de 5 000 €.
sur les frais du ministère de la Justice pour permettre cette reconstitution et déterminer si une personne avait la possibilité ou pas de sauter. Vous avez dit tout à l'heure que ça intervient souvent en fin de procédure. Pourquoi? Il y a une raison à cela qui est assez évidente, mais expliquer à ceux qui attendent dans le dossier d'instruction que le juge la mette en œuvre. Généralement, vous avez des magistrats qui préfèrent faire tout de suite, mais ce n'est pas l'intérêt. En fin d'instruction, pourquoi? Parce ce sont les deux derniers actes. La reconstitution et l'interrogatoire de curriculum vitae, c'est celui qui va retracer la vie du mis en examen. Mais cette reconstitution, parce que généralement, on a avant des actes techniques, on a des expertises. Ces expertises, il faut qu'elles aient lieu. Des fois, elles sont longues, elles sont compliquées, elles prennent du temps. Des fois, il y en a, lorsqu'on nous communique une conclusion, eh bien, les avocats peuvent soit en faire appel, soit demander un complément d'expertise. Donc, on décale dans le temps. Et le magistrat instructeur, compte tenu du coût et de la mobilisation que ça impose, et quelquefois aussi de la gêne que cela va livrer aux riverains, et quand on bloque une route, comme ça s'est passé dernièrement, quand on a bloqué des villages, malheureusement dans le drame de Pierrefeu du Var, où on a bloqué le village pendant une grosse partie de la nuit, eh bien, pour que la justice passe, la vérité puisse se faire, eh bien, on va bloquer. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Qui peut réclamer cet acte si le juge d'instruction ne le fait pas de lui-même en fin d'instruction? Les parties au procès, le mis en examen, s'il y voit un intérêt, la partie par une civile, demande d'acte, et si jamais il refuse, il y a encore un recours? Absolument, alors c'est une procédure très particulière, la demande d'acte, seul l'avocat doit se rendre au cabinet de juge d'instruction, pas trop commandé quand il n'est pas du barreau, mais on va éviter de compliquer pour nos auditeurs. Mais c'est pour dire qu'on a des moyens de la réclamer absolument. Si le juge, on fait une lettre, une demande motivée, si le juge nous fait un refus de cet acte, de cette demande d'acte, eh bien nous avons possibilité de la soumettre à la cour d'appel. D'accord. Et la valeur juridique de cet acte qui est la reconstitution, dans la mesure où elle ne figure pas au code pénal, au code de procédure pénale, quelle est-elle? Elle est importante, cette valeur juridique. Effectivement, ce n'est pas un acte, qu'on pourrait dire, sui generis, mais c'est un combiné de deux actes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un déplacement sur les lieux et un interrogatoire sur les lieux. Voilà, donc ça correspond à un acte d'interrogatoire plus un acte de transport. Complètement. Les deux conjugués, et c'est la même valeur juridique. Et à l'issue, pour vous dire que c'est quand même un acte important, qui a une force probante, eh bien, l'on fait signer la déposition qui a été faite sur les notations de la greffière. Et ensuite, il y a en audience de cabinet, chez le juge d'instruction, eh bien, la personne est convoquée, le mis en examen est convoqué, et le juge d'instruction va l'interroger sur cette reconstitution, sur ce déroulé des faits, tel qu'on a pu les mettre en valeur. D'accord. Vous avez été l'avocat en défense du gendarme à Draguignan qui avait tué, dans le cadre de son service, un gitan qui était en train de s'évader de la garde à vue. Et c'est celui d'ailleurs qui a sauté de l'étage, je pense, l'échafaudage dont vous parliez tout à l'heure. Cette reconstitution avait été très longue. Et la presse avait dit à l'époque qu'elle avait donné du grain à moudre aux avocats parce qu'il y avait eu un problème essentiellement par rapport aux balistiques, pour voir les 7 tirs qui ont été tirés, par où ils sont partis, dans quelle direction, etc. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Quel a été tout l'intérêt en fait de cette reconstitution par rapport à ce procès pour l'accusation, ou en tout cas pour les avocats de la famille, et pour vous oui, c'est un drame ce soir-là qui s'est noué malheureusement en Draguignan. Le gendarme qui a été acquitté, je rappelle, en 2012 à l'issue de... Par la cour d'assises du Var. En septembre 2011, effectivement, comme je dis, c'est un drame, il y a une mort d'homme et rien ne peut justifier, comme on l'a toujours dit, la mort d'un homme. Et dans ce dossier-là, effectivement, la reconstitution a permis de mettre en évidence, a donné du grain à moudre à chacune des parties, parce que chacune y tire l'intérêt qu'elle souhaite en tirer d'une reconstitution, bien évidemment. Et a permis de démontrer, en ce qui me concerne, que malheureusement, le seul tir qui était mortel était le tir qui avait été tiré le plus loin de l'individu qui s'enfuyait de la gendarmerie, là où il était gardé à vue. Et malheureusement, c'est un tir qui aurait pu ne pas être mortel, mais qui malheureusement l'a été. Et donc ça nous a permis de dire qu'il n'y avait pas d'intention de tuer. Et du côté de la partie civile, le fait de dire qu'il y a eu 7 tirs, 7 balles qui ont été fichées à la fois dans le sol et malheureusement 3 dans le corps, dont une mortelle, je le redis, a donné la mort à ce jeune homme. Voilà, c'était le débat. À l'audience, ensuite, grâce à cette reconstitution, on a pu d'un côté tenter de démontrer, et de l'autre côté développer une thèse. Ça permet à chaque partie de développer sa thèse. Ce gendarme avait bénéficié d'un non-lieu d'abord? Oui, d'un non-lieu. La chambre d'instruction avait ensuite infirmé ce non-lieu et renvoyé le gendarme devant la cour d'assises du Var. Voilà, donc il avait déjà, voilà, à l'issue de l'instruction, il y avait déjà eu une hésitation de la part du parquet, puisqu'ils avaient pris une décision, enfin le juge d'instruction après avis du parquet, de classer cette affaire par un non-lieu. Et puis, il y a eu un appel de ce non-lieu. Je dirais,
toute la chance de notre système judiciaire. Vous sortez avec un non-lieu, très bien pour le mis en examen, difficile pour une famille, eh bien, la loi de la République vous permet d'aller porter ce sujet-là devant la Chambre de l'instruction, et les magistrats de la Chambre de l'instruction, il faut reconnaître qu'ils ont fait leur travail, je n'ai pas à me prononcer, ils ont décidé quelque chose, ils ont renvoyé cette personne-là comme un citoyen normal, lambda, devant une cour d'assises pour y être jugé par un jury populaire. Et ça, c'est je dirais, un des bénéfices de notre système juridique français. Et là, le parquet n'a pas fait appel de cette décision, parce que maintenant, on peut aussi être rejugé en cour d'assises d'appel, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années en arrière. Donc là, il n'y a pas eu d'appel dans ce dossier et la décision a été définitive. C'est définitive, effectivement. Et alors, je ne suis plus l'avocat de la défense dans ce dossier-là, mais je suis l'avocat avec un grand A, l'avocat qui a eu effectivement des responsabilités nationales et qui vous dit que quelque part c'est choquant. Quelque part il est choquant que seul l'avocat de la défense puisse relever appel, le condamné à ce moment-là puisse faire appel et pas la partie civile et seul le parquet. Je prends l'exemple d'un dossier que je gère au jour d'aujourd'hui où j'ai reçu il y a 2 jours sur une plainte avec constitution de partie civile. Eh bien, ma cliente mise en examen a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel. Eh bien, je ne peux pas en relever appel. Quelquefois, on retrouve des aberrations dans le système judiciaire français, mais la voie de l'appel, c'est une des magnificences du système, et je pense qu'elle doit être encore quelque part améliorée, même si refaire revivre à toutes ces personnes-là un nouveau procès peut être difficile. Même c'est difficile, même ça aussi, ça coûte de l'argent, parce qu'un procès en appel, suivant les dossiers, ça coûte de l'argent. Mais je crois que la vérité passe au-delà des problèmes pécuniaires. Alors, vous avez été aussi l'avocat, cette fois-ci en partie civile, d'un autre gendarme, mais lui, malheureusement, est la victime de cette affaire. C'est le gendarme de Peille qui a été tué sur la route. Et la reconstitution a déjà eu lieu. Alors là, on est en plein cours d'instruction, donc le secret est absolu. On ne va pas évoquer le fond de l'affaire. Absolument, ça s'agit du capitaine Brière. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, comme cette reconstitution a déjà eu lieu, est-ce que vous pouvez nous dire si, à l'occasion de celle-ci, sans aborder en quoi cela a pu entraîner des éléments nouveaux dans votre esprit, est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles convictions ou est-ce que vous avez pu voir des incohérences sur les lieux par rapport à des déclarations qui avaient été faites ou pas encore ? Oui, absolument. Cette reconstitution, dans ce drame qui a coûté la vie au major Brière, qui a été promu capitaine à titre posthume, et on doit rendre hommage à cet homme, à ce militaire d'une brillante carrière qui allait sa vie en exerçant sa fonction de gendarme sur les bords d'une route à la Peille de Grave. Cette reconstitution, qui a duré plus de 4 heures, il n'y a pas très longtemps, l'instruction est toujours en cours, donc je ne pourrais pas rentrer, comme vous le dites si bien, il y a sur l'instruction, mais l'avocat de la défense, peut néanmoins s'exprimer sur ce que j'ai ressenti. Moi, cette reconstitution est extraordinaire pour moi parce qu'elle m'a permis, d'une part, de me rendre compte de quelque chose que j'ignorais complètement, c'est la configuration, la topographie des lieux, qui en l'espèce joue un rôle important dans l'acte. Cette topographie, je m'en suis rendu compte, je l'ai touchée, je l'ai vue, je l'ai ressentie pendant ces 4 heures. Ensuite, on a mis le mis en examen devant ces déclarations et déclarations des témoins. Moi, j'en suis sorti pleinement satisfait. J'avais une intime conviction. Celle-ci s'est renforcée à l'issue de cette reconstitution. Très bien. Donc là, c'est parfaitement clair et on voit toute l'importance de cet acte. C'est ce qu'on disait en préambule de cette émission. Complètement. J'avais une vision quelque peu troublée, faussée par les déclarations, même si on a des planches photographiques qui existent déjà dans le dossier, qui sont des planches réalisées le jour des faits. Donc on a quête de flagrance avant qu'une information soit ouverte, on a quelques photos, mais ça ne remplace jamais, effectivement, le transport sur les lieux. Et quelquefois, dans des dossiers, une cour d'assises, à la demande d'une des parties, ordonne son transport sur les lieux. Et de mémoire, je pense que c'est ce qui avait été le cas dans l'affaire Colonna, où la cour d'assises spéciale s'était transportée sur les lieux. Et le transport sur les lieux d'une cour d'assises, c'est un acte rare, important. Et l'acte le plus courant, c'est le transport du juge d'instruction et effectivement des parties dans la procédure, ce qui permet là aussi effectivement de pouvoir manifestement tout voir. Je ne dis pas que quelquefois on ne passe pas à côté de quelque chose, mais en tout cas, les éléments, les dépositions sont mises à plat, sont mises à néant, sont mises face à leur contrariété, aux contradictions. Et le juge d'instruction qui dirige lui-même, ce n'est pas l'avocat qui dirige, le juge d'instruction qui dirige l'information, à ce moment-là, demande à l'individu de faire ce qu'il a dit dans sa déposition.
il se met en situation. Et on voit si c'est compatible effectivement avec ce que l'expert balisticien a pu ou pas faire quelque chose. Ça m'amène à une dernière question. Vous dites que c'est la chose du juge, hein, cette reconstitution. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, il faudrait plus de contradictoires à l'occasion de ces actes de reconstitution? Contradictoire, ça veut dire, là je m'adresse aux téléspectateurs, vous le savez, ça veut dire que chacune des parties, donc la défense, les parties civiles ou l'accusation, peuvent avoir un rôle plus important et se répondre les uns les autres. Est-ce que vous pensez que ça manque actuellement et qu'il faudrait s'ouvrir vers ça et solliciter par notre Conseil national des barreaux, par exemple, une réforme de la procédure pénale? Ou bien est-ce que c'est bien que ça reste la chose du juge, sous l'autorité du juge d'instruction, parce que sinon ça serait encore plus long, plus éprouvant pour tout le monde? Oui, je pense que l'ouverture de la reconstitution devrait être un peu plus large. Peut-être pas autant du contradictoire pour éviter la joute orale entre les avocats, mais surtout parce que l'avocat puisse peut-être prendre une part plus importante de la reconstitution et quelquefois, non pas se substituer, mais demander directement aux individus de pouvoir faire telle et telle chose, parce que certaines fois, les magistrats disent « c'est comme ça, vous ne parlez pas, mesdames, messieurs les avocats, vous suivez, vous êtes là pour garantir qu'il y ait le respect des droits de chacun, mais on n'a pas de mainmise là-dessus. » Alors effectivement, quelquefois, oui, je dis, il faudrait que l'avocat puisse avoir un petit peu plus de mainmise dans la reconstitution. À réfléchir et peut-être un nouveau sujet pour notre législateur qui a bien à faire en ce moment. Alors cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à vous, Maître Lionel Escoffier, d'avoir été notre invité. J'aurai pour ma part le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro d'À votre avis, Maître sur Azur TV. À très bientôt.